14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Qui n'a pas un jour appelé quelqu'un par un prénom qui n'était pas le sien? Et évidemment, quand il s'agit de notre partenaire, c'est peut-être un peu indélicat, on va dire. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont trouvé la solution. Ils appellent leur partenaire toujours de la même manière, genre ma chérie, mon amour, ma princesse, mon trésor, et j'en passe. Mais c'est pas bête, hein, parce que comme ça, vous risquez pas de faire ce fameux lapsus. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il faut y attacher autant d'importance? Eh bien, c'est ce qu'on va voir avec mon invité Pascal Neveu, qui est psychanalyste, et il faut un psychanalyste pour aborder ce sujet. De même, je trouve qu'on pourrait aussi essayer de comprendre ce que signifie un acte manqué. Vous savez, cet acte manqué, on se trompe d'adresse, on est en retard, on se trompe de jour. Et puis moi, j'aime bien de temps en temps les appeler des actes réussis. Il y a parfois des actes soi-disant manqués qui sont bien réussis, qui nous permettent de prendre conscience de quelque chose qui était pourtant devant notre nez, mais il fallait cette erreur, cet accident pour qu'on en prenne conscience. Bref, on verra ce que ça dit de nous, toutes ces petites erreurs de langage, de gestes, de mauvaise direction. Et bien sûr, si vous avez envie de nous raconter quelque chose qui vous a particulièrement marqué, ou si vous avez envie qu'on vous aide à le décoder, vous nous appelez au 0826 300 300. La parole est au psychanalyste Pascal Neveu. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Oui, le lapsus, c'est le mot il a été inventé par Freud, ce mot, ou il existait? Il existait au 19e siècle, il a été défini, mais c'est Freud qui effectivement l'a remis au goût du jour en 1901 dans un ouvrage que je vous conseille parce qu'il est extrêmement drôle, c'est Psychopathologie de la vie quotidienne. Et il décrit les différents types de lapsus. Le lapsus lingué, c'est-à-dire que on se trompe de mots, etc. Le lapsus calami, c'est-à-dire que lorsqu'on écrit, eh bien, on s'en trompe de mots également. Oui, ça, quand on écrit beaucoup, c'est vrai qu'on parfois on se relit, on dit mais mince, j'ai écrit tel mot à la place de tel autre. Et alors, c'est surprenant. Oui. Le lapsus lingué, on peut le différencier également d'une autre forme de lapsus, qui est le lapsus lorsqu'on lit un discours et on s'en trompe dans sa propre lecture. Et puis, il y a eu des études qui démontreraient, mais alors moi j'ai un doute sur ce plan-là, parce qu'il existe maintenant des correcteurs automatiques, il y a le lapsus clavier. Quand on se trompe de mots. Il y a eu des études au début des années 2000. Maintenant, avec les correcteurs automatiques, je pense que si on ne se relie pas, c'est la machine qui commet les erreurs. Oui, peut-être, mais parfois, non, je suis pas. Enfin, moi, j'ai déjà remarqué que ça m'arrive de me tromper de lettres, mais c'est peut-être parce que je tape très vite aussi. Faut relativiser, en effet. Je suis d'accord avec vous, il faut relativiser ce genre de lapsus. Mais il y a plein de lapsus qui sont très drôles. Et notamment quand on envoie un SMS, parce que très souvent, le mot s'inscrit on ne fait pas attention. Oui, il se modifie. Il se modifie. Donc ça, c'est pas nous. Hein, je suis d'accord. Mais c'est l'intelligence artificielle qui est pas si intelligente que ça. mais en tout cas, non, les lapsus les plus drôles, c'est les lapsus sexuels. Donc on a des personnalités politiques. Rachida Dati, elle est connue pour ça notamment. Oui, mais est-ce que c'est pas ceux-là qu'on retient le plus finalement? Oui, parce que c'est les plus drôles. Ensuite, il y en a plein sur un. Mais est-ce qu'on en fait politique. tant que. Est-ce que c'est ceux qu'on fait le plus? Peut-être aussi. Parce que je sais pas, moi, ça m'est arrivé devant 120 personnes une fois. Qu'est-ce que vous avez dit? Je ne me suis pas rendu compte. J'ai on enseigné pendant s'en rend pas mal toujours d'années. compte. Hein. Le problème, c'est que je l'ai commis à 2 reprises. J'ai tous mes étudiants qui explosent de rire. Je comprends pas. Je reprends ma phrase. Et vous le redites. Et je le refais. Et c'était quoi? Je me souviens plus. Si, je parlais des États-Unis, etc. Et puis j'ai dû parler de le fait que les États-Unis avaient sodomisé la France, etc. et l'Europe. Enfin, quelque chose de ce registre-là. Je sais plus quel était le terme exact, le mot exact. Je l'ai pas retrouvé dans mes notes. Mais il y en a plein comme ça. Il y a eu Berlusconi qui à un moment donné, alors c'est en italien, donc il faut également traduire. Mais il dit à un moment donné que au lieu de dire qu'il paye ses avocats, il dit qu'il paye les magistrats. Donc, mais il y en a plein. Joe Biden a encore fait, je crois, il y a quelques semaines de cela, un énorme lapsus en parlant de la guerre. Non, c'est George Bush, pardonnez-moi. George Bush qui commet un lapsus. Au lieu de parler de la guerre en Ukraine, il parle de la guerre en Irak. Oui, bien sûr. Donc ça signifie des choses par rapport à ce qu'il a vécu à l'époque. Non, il y en a plein comme ça qui sont très drôles. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné... Alors c'est l'inconscient qui s'exprime.
C'est-à-dire que c'est une partie de nous dont on n'est pas conscient qui tout d'un coup reprend le pouvoir. Alors il y a une sorte, on l'étudie même sur un plan cognitif. Je pose des questions naïves pour ceux qui écoutent. Hein. Non, alors il y a le type de lapsus, notamment sexuel, c'est l'expression d'un désir, même d'un désir si on se trompe de prénom. Hein, vous l'évoquiez tout à l'heure, si on appelle Bernadette au lieu de Sophie, son épouse, qu'est-ce que ça dit de notre désir envers Bernadette? Ou alors peut-être que... Mais est-ce que quelque part quand même, quand on est avec une femme et qu'on l'appelle du prénom de l'ex, c'est peut-être tout simplement une erreur, non? Ou il faut peut-être pas forcément systématiquement penser que... Il faut pas faire de la psychanalyse de comptoir, mais ça peut en dire non. C'est pour ça qu'il faut utiliser des surnoms. Mais alors, si vous êtes infidèle, moi j'avais un patient, il avait 5 maîtresses et il utilisait à chaque fois le même surnom, comme ça il était sûr de pas se tromper. Bien sûr, oui. Non, mais ça, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui il faut trouver des maîtresses qui portent le même prénom à ce moment-là. C'est plus compliqué. Ah, ça a pu arriver, je peux vous assurer. J'ai eu un patient, c'est vieux cette histoire, il avait 2 maîtresses, elles portaient toutes les 2 le même prénom qui était Olivia. Mais peut-être qu'inconsciemment, il avait fait exprès. C'est possible. Parce que regardez le nombre de fois où on tombe amoureux de quelqu'un qui porte un prénom qui n'est pas du tout étranger. Tout à fait. Hein, vous êtes d'accord avec ça? Oui. C'est fréquent. Et on s'en rend pas compte tout de suite, peut-être, même des fois. Mais en tout cas, c'est une désinhibition d'une partie cérébrale qui fait qu'à un moment donné, bien, on va exprimer ses frustrations, ses désirs. D'accord. Alors, en tout cas, très loin, jusqu'à des ruptures. Vous êtes toujours aussi optimiste, Pascal Neveu. Non, je suis réaliste. Et donc, mais surtout, ce qui va être intéressant de mesurer aujourd'hui à travers cette émission, c'est le nombre de lapsus qu'on risque de commettre. Ah mais moi ça m'arrive très souvent. Ça m'arrive très souvent et d'ailleurs je suis la première à m'en rendre compte et ça m'amuse d'ailleurs parce que en fait quand on est à peu près en paix avec soi-même, ça devrait tout le temps nous amuser parce que finalement on sait très bien qu'on peut pas tout contrôler, que notre moi il est pas tout puissant et qu'il y a derrière une partie cachée de l'iceberg qui de temps en temps remonte. Hein. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans les études. Généralement, au début, on est un peu gêné, peut-être qu'on rougit un tout petit peu, mais tout le monde en rigole. Bien sûr. Parce qu'on a tous tout le monde, été... ça dépend des circonstances. Ça dépend des circonstances, mais on peut en rigoler. Je sais plus c'est pas le ministre de l'Intérieur qui a commis un lapsus dernièrement dans l'hémicycle. Je sais plus ce qu'il a dit. J'ai oublié mes notes à la maison. Mais oui, c'est toujours assez drôle. Et alors, qu'est-ce que vous pensez des actes manqués? Quand je dis que parfois c'est des actes réussis, vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui, parce que parfois ça peut nous libérer. C'est là où on en revient à la question de la frustration et du désir. C'est-à-dire que si on commet cela et on en a conscience, on l'analyse, ça nous permet de progresser et d'être dans l'introspection. Et donc, quelle décision on prend par la suite? Il y a même des gens qui considèrent que, par exemple, quand on a un accident, qu'on glisse, qu'on tombe, ou etc., que c'est quelque part une partie de nous qui... Alors, ça fait partie effectivement des lapsus et des actes manqués, c'est-à-dire les mauvaises gestuelles, également c'est la gestuelle qui n'est pas du tout adaptée, les mimiques également. Mais effectivement, alors tomber, etc., bon, si on n'a pas de gros bobos, ça dit quelque chose sur un instant T, pourquoi on se met à l'arrêt, pourquoi on chute. Donc il faut le revisiter et le questionner à travers son vécu et puis peut-être ses souffrances à ce moment-là. En tout cas, ce qui est toujours intéressant, c'est peut-être de faire une toute petite introspection et voir quel sens ça a pour nous, parce que finalement c'est toujours, c'est toujours ce que ça dit de nous et si ça nous dit quelque chose, voilà. Après. Mais c'est à nous de l'interpréter, c'est pas à l'autre d'interpréter un acte manqué. Non, vous êtes d'accord jamais. Avec ça? C'est un peu comme l'interprétation des rêves. Voilà, il y a que le rêveur qui sait interpréter, qui connaît en tout cas l'interprétation de son propre rêve. On peut le guider, mais c'est à lui il faut que ça lui parle, sinon c'est que ça ne veut rien dire. Donc les actes manqués. Vous voyez d'autres choses comme ça qui surviennent alors que... Non, mais si vous l'évoquiez tout à l'heure, un acte manqué, je me rappelle d'un patient dans un ancien cabinet, plutôt que de prendre la direction directe pour venir chez moi, il a pris la direction de la défense. Et lui-même, il en a rigolé. Il est arrivé avec un quart d'heure de retard, je crois, quelque chose comme cela. Et il m'a dit, mais en fait, je suis en plein
en plein transfert négatif et en plein contrôle pour me rendre à la défense. Ouais. Ben moi, le dernier acte manqué, si je puis dire, qui est intéressant parce qu'on voit bien à quel point ça parlait de moi. J'étais en rééducation après un petit problème, donc j'allais dans des séances de kiné et puis je commençais à en avoir marre parce que je commençais à trouver que je redevenais autonome. Eh bien, l'avant-dernière séance, j'avais carrément oublié l'heure et c'est la kiné qui m'appelle, qui me dit dites donc, vous êtes toujours à l'heure, qu'est-ce qui se fait, etc. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'en fait, il était temps que j'arrête, que j'avais plus envie d'y aller, quoi, c'est tout. Et je suis retournée une dernière fois quand même par correction, si je puis dire, mais on voit bien que quelque part, il y avait quelque chose chez moi déjà qui disait non. Il y a beaucoup d'actes manqués dans le milieu médical, entre le patient qui se trompe d'adresse, qu'il n'a pas bien noté, qui se trompe d'heure de rendez-vous, etc. Donc si on ne note pas sur son agenda, et même s'il le note, ils me disent, il y en a un, il est arrivé avec une heure d'avance, l'autre semaine. Et puis je lui dis non, c'est dans une heure. Il me dit non, je suis sûr, etc. Et puis il attend, etc. Il me dit mais en fait j'ai vérifié, c'est moi qui me suis trompé. Il me dit mais j'avais hâte de vous raconter pas mal de choses. Vous voyez, c'est l'inverse. Oui, bien sûr. Vous, mais tout ça quand même, parce qu'on est. Et puis alors parfois on est tellement persuadé, alors que pourtant on est dans le faux, mais il faut vraiment qu'on nous prouve qu'on est dans l'erreur. Donc ça montre bien à quel point. Et d'ailleurs, je cite souvent cet exemple. Vous demandez à 3 personnes de vous raconter un événement qu'ils ont vu tous les 3 et vous aurez 3 versions différentes de cet événement parce que chacun voit les choses à travers son prisme à lui. Donc on sait à quel point l'être humain n'est pas fiable, si Alors je puis dire. certains, effectivement, sur un plan cognitif, ont décrit ce forme de lapsus de la mémoire, je ne vais pas utiliser un terme latin, c'est-à-dire que alors ça se rapproche des faux souvenirs également. Mais ils vous racontent un événement, mais alors ils rajoutent des éléments où ils en retirent certains. Mais à nouveau, c'est la mécanique de l'inconscient de nous infliger ce genre de petites erreurs. Eh bien, on va parler de tout ça avec vous, bien sûr. Venez nous raconter vos lapsus, vos actes manqués ou réussis. Pour ça, bien sûr, vous nous appelez au 0826 300 300. On se retrouve dans un instant et c'est Ludovic qui va commencer avec nous, qui va nous parler de son lapsus. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Pascal Neveu est avec nous, vous êtes psychanalyste, psychothérapeute et on évoque avec vous donc toutes ces petites erreurs que fait notre moi et qui donc parle évidemment de nous. Bonjour Ludovic, pardon. Ah, lapsus. Pourquoi Ludovic? Bonjour Brigitte, oui, petit lapsus. Bonjour Monsieur Neveu. Bonjour. Est-ce que c'est ludique de parler de tout ça, je suppose, je ne sais pas. Ça commence fort. Je vais vous surveiller, Pascal. Faites attention à vous. Alors, Ludovic, vous avez fait un gros lapsus. Hein. Oui, gros, je ne sais pas aussi gros que Rachida Dati quand elle avait parlé de fellation au lieu d'inflation. C'est ça. Mais bon, comme c'est pareil, c'est quelque chose qui augmente. Hein. Excusez-moi, une fellation ou une inflation, c'est quelque chose qui grossit. Hein. Moi, je vois pas la différence. Hein. À ce moment, oui, mais bon, moi, après, je considère que le temps, c'est de l'argent. Donc il faut aller assez vite aussi. Bon, et comme Patrick Balkany, je suis aussi l'homme le plus honnête du monde. En termes de lapsus, ça y a été sympathique, également. Non, je crois que mon plus gros lapsus, ça a été d'appeler mon chef chéri, sur une explication où on était en désaccord total. Je ne sais pas pourquoi. Alors c'est vrai que ça m'arrive d'être en désaccord avec mon épouse. Alors attendez, qu'on comprenne bien. Vous étiez avec votre patron, vous étiez en train un petit peu de vous accrocher, enfin gentiment, mais quand même. Et à un moment donné, vous lui dites chérie. Oui, c'était pas méchamment. Et puis ce n'est pas mon type de femme. Heureusement. C'est un homme. Non, mais c'est un homme ou une femme? Oui. Non, c'est un homme. Et puis. Non, on s'expliquait que verbalement, on était en désaccord sur un projet, enfin comment mener un projet ou comment conduire un projet, et je ne sais pas pourquoi. Alors est-ce que je ne me souviens plus du contexte, je ne sais plus si je m'étais. Mais est-ce que vous avez souvent tendance à vous disputer un peu comme ça avec votre femme? Oh oui, mais ça nous arrive, oui, qu'on est en désaccord. Je dis, écoute chérie, non, tu comprends pas ce que je voulais dire. Ouais, de temps en temps. Oui, donc ça a dû. J'appelle chef.
Donc et là, ça a j'étais dû... dans le même état d'esprit. Écoute, chérie, voilà, je ne suis pas d'accord avec toi. Voilà. Et donc là, ça a fait rire un peu tout le monde. On était en pleine réunion et bon, ça a détendu un peu l'atmosphère également, bien sûr. Et puis c'est resté. Après, c'est resté un peu taquin. Voilà. D'accord. Mais c'est vrai, le collectif participe énormément au lapsus à ce moment-là. Il se dit des choses. Et d'autant plus si vous étiez un peu, on va dire, en conflit. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, vous l'appelez chef, votre chef? Vous l'appelez par son prénom? Parce que j'essaie de comprendre. Non, par son prénom en principe, mais quelquefois Non, mais pour c'est le ça, taquiner, c'est je ça. l'appelle chef. Ah, Ouais, ok, vous d'accord. l'appelez chef, lui, votre... Oui, oui. D'accord. Oui. Bah, donc vous avez plutôt Oui. une bonne entente. Enfin, c'est assez simple. Il n'y a pas des rapports de hiérarchie très très établis, visiblement. Il y a toujours face à un ordre, face à un ordre, il y a quand même une marque de respect à avoir et à entretenir. Mais après, bon, on a toujours été dans l'échange. Et quelquefois, l'échange a été un peu plus nourri. Et ce jour-là, est-ce que je m'étais, est-ce que j'avais eu peut-être une dispute le matin avec, Je crois qu'il vous agace. Je crois qu'il avec mon épouse avant. Je crois qu'il vous agacait un peu, comme votre épouse parfois vous agace quand vous êtes un petit peu en désaccord. Et puis donc vous avez fait un raccourci, si je puis dire. Voilà, il me semble, tout simplement. Oui, tout à fait. Il n'y a rien d'autre, il y a rien de plus à interpréter. Et depuis, vous l'appelez comment, mon chaton? Non, ça reste au rugby, parce qu'on a un joueur qu'on surnomme Chaton et un autre Minou, ce qui peut aussi créer un peu de susceptibilité, si j'emploie ces termes-là au téléphone avec mes copains de rugby avec devant ma femme, mais bon, mais sinon... On veut pas savoir ce qui se passe lors de la troisième mais mi-temps. là, moi, je vais mettre mon grain de sel et je vais vous énerver, Ludovic. Mais vous appelez votre patron chéri, vous appelez vos partenaires de rugby, Minou et tout. Vous avez quand même une dimension homosexuelle là qu'il va falloir analyser, Ludovic. Non, du tout. Non, ça vient au rugby et son nom au rugby, ça vient de. On sait parfaitement. C'est un milieu totalement d'un moment spécifique qui ressort. Sous les douches, oui, d'accord, ok. Et qui reste, aussi, si vous voulez, monsieur Neveu. Bon, si vous aimez le rugby, éventuellement, je vous convierai à un match. Mais non, voilà, après, bon, je sais que j'ai une femme quand même jalouse, donc je fais aussi attention, sachant que ma secrétaire s'appelle Christelle, donc il y a aussi un petit jeu avec ça, j'en joue aussi, voilà. C'est-à-dire, vous l'appelez comment? Christelle, mais au moins comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. Ah d'accord, mais attendez, c'est le même prénom que votre épouse, c'est ça? Oui, c'est d'accord, ça. ok. Et donc, elle le sait, et donc, elle en joue un peu, elle me taquine un peu par rapport à sa jalousie, et puis moi, j'en joue un peu aussi, voilà. Mais au moins, ça évite tout lapsus. Laquelle des deux vous avez connue en premier? Ah non, il y a mon épouse, quand même. Oh, ça fait plus de 20 ans. Et c'est vous qui avez choisi la secrétaire, non? Non, quand même pas. Non. Quand même pas, bon. Et vous l'appelez chérie de temps en temps, la secrétaire? Alors, non, c'est princesse. Là, je change parce qu'après, c'est princesse parce que c'est vous appelez votre secrétaire princesse? Oui, parce que c'est une vous cherchez les problèmes, vous? Non, c'est gentil. C'est parce que c'est une des seules femmes de ma direction et il faut la protéger. Voilà. Ouais. C'est tout. Alors c'est interprétable de différentes façons, princesse, parce qu'elle est capricieuse, etc. On peut mal le prendre, ça. Non, ça va. Elle le prend très bien. Venant de moi, elle le prend très bien. Elle le prendrait très mal venant d'autres personnes. Alors, peut-être qu'il faudrait que vous changiez absolument tous les noms, d'accord, ou tous les surnoms que vous utilisez là, dans votre milieu professionnel. Dans le rugby, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais parce que, princesse, chef, ça devient chérie, Christelle, ça devient princesse, etc. Ouais, d'accord. Et votre femme, vous l'appelez comment? Oui, c'est la question que j'avais posée. À part Christelle, vous l'appelez comment? Chérie? Ah, c'est chérie. C'est chérie, oui. D'accord, oui. Donc finalement, vous pourriez appeler tout le monde chérie et puis ça serait plus simple pour vous, je crois. Hein. Ah, ça serait très simple. Ça serait très simple, mais il n'y en a qu'une avec qui je dors. Qu'une seule. À chaque fois? Donc il y en a plusieurs, mais... le lit n'est pas suffisamment grand. D'accord, ok. Il y a le chien qui se met au milieu. Moi, je voudrais pas dire, mais je comprends que votre femme soit un peu jalouse. Hein.
Là, si elle Non, vous non, mais écoute, elle était déjà avant. si elle vous écoute, là, vous êtes mort. Hein. Là, ce week-end, en Oui, plus c'est mais- un long week-end, là, vous faites chambre à part. Hein. Vous dormez avec le chien, sinon. Non, ça va, elle n'a pas fini de travailler. Bon, parce que quand même, appeler sa secrétaire princesse, c'est quand même pas tout à fait anodin. Enfin, c'est une marque d'affection, de respect qui est quand même assez. Non, c'est surtout du respect. C'est surtout du respect parce qu'elle a été malmenée, voilà. D'accord. Et donc vous la protégez. Bon, eh ben. Moi, je connais une chatte qui se prénomme princesse, mais elle se comporte réellement comme une princesse. C'est ça le pire. Ils ont mal choisi son Ouais, prénom. C'est une chatte qui fait miaou, rassurez-moi. Oui. D'accord. Bon, on va y arriver. Hein. On va essayer de mettre les mots qu'il faut sur les beaux mots, parce que sinon, je ne sais pas comment on va terminer l'émission. Hein. On est bien d'accord. En même temps. On est bien d'accord. Merci en tout cas, Ludovic. Merci Ludovic, beaucoup. au revoir. On va continuer dans un instant avec Philippe Bruno, notre Sexy News, et on va voir si... s'il vaut pas mieux faire chambre à part pour éviter ce genre d'accident. À tout de suite. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Pascal Neveu, nous accueillons Philippe Bruno, notre psychiatre, anthropologue, sexologue, éditeur, écrivain. N'en rajoutez plus, hein, Philippe, parce qu'après... Merci Brigitte, ça suffit, oui. Alors, vous voulez que je chambre parle à de quoi? part, c'est une bonne ou une mauvaise idée La chambre à part, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Alors moi j'appelle ça l'apartisme. Je me souviens avoir écrit ça il y a fort longtemps à propos de faire chambre à part, qui est l'expression consacrée. Mais cette situation de l'apartisme, aujourd'hui, ça inspire le plus souvent de l'hostilité, voire de l'agressivité, mais également, dans une proportion qui n'est pas négligeable, un sentiment d'apaisement, voire de bonheur. Et j'ai connu, on en connaît tous, mais j'ai suivi pas mal de couples qui ont trouvé un équilibre dans la chambre à part, dans lequel ils ont un bonheur de la chambre à part. C'est surtout parce que l'autre ronfle, non? Alors, c'est la raison... C'est vrai que c'est la première raison qui fait que parfois... Alors, il y a une enquête de l'IFOP, dont je vais dire un petit mot dans un instant, mais il y a une enquête de l'IFOP en 2021 qui a montré que 44%, ça fait quand même beaucoup, des couples se sont séparés se sont disputés autour d'un élément, c'est un lapsus, oui, se sont disputés autour du ronflement. Presque la moitié des couples ont pu en vouloir à l'autre. C'est insupportable. C'est assez compliqué. Souvent, c'est un alibi, on va le voir. Hein. Oui, enfin, ça peut être un alibi. Quand vous dormez avec quelqu'un qui ronfle, vous dormez plus. Hein. Excusez-moi. Ouais, alors, un couple français sur 10 fait chambre à part. Ça, c'est les statistiques. C'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup. Il y a une autre enquête qui montrait un petit peu plus. Et par contre, ça monte à 1 sur 6 si on ajoute ceux qui ne franchissent pas le pas. C'est-à-dire que j'aimerais bien faire chambre à part et je peux pas. Il faut tout de même rappeler, alors moi vous savez que je regarde toujours en arrière, il y a un siècle, il y a très peu de temps, la majorité des couples, s'ils en avaient la possibilité, dormaient séparément dès le milieu de la vie. C'était l'âge de la ménopause, 40-50 ans, à partir duquel une femme n'était plus fertile et à ce moment-là elle pouvait refuser le devoir conjugal. C'était alors l'occasion des habituels adultères du milieu de la vie, et vous savez qu'il y avait une expression... Vous vous souvenez, démon de midi, oui. C'était le démon de midi. Le midi étant le milieu de la vie ou le milieu de la journée. Avoir le démon de midi qui se retrouvait parce que, en fait, cet homme essayait de trouver quelqu'un d'autre parce qu'il n'y avait plus de sexualité dans le couple. Il y a encore peu en campagne, moi j'ai le souvenir, mais vous l'avez certainement, beaucoup d'auditeurs ou d'auditrices peuvent l'avoir. On va en campagne voir, visiter des cousins et ils vous font visiter la maison souvent. On monte à l'étage. Tiens, c'est la chambre du grand-père, la chambre de la grand-mère. Mais bien sûr qu'ils ne dormaient pas ensemble. C'est-à-dire très vite au milieu de la vie, on avait des vies séparées. Aujourd'hui, et notamment en région parisienne, il faut quand même en avoir les moyens. La chambre à part, en lien avec l'âge et le vieillissement, était tout d'abord justifiée par l'extinction de la sexualité, que l'on pensait naturelle avec le temps, ménopause et la supposée andropause. Aujourd'hui, on sait qu'il n'en est pas. Au contraire, je dirais, la sexologie a montré combien... pour les femmes notamment, être libérées des règles et la deuxième partie pouvait être encore plus épanouissante.
Et souvent, la sexualité de la femme est plus épanouie et celle de l'homme a quelquefois quelques petits ennuis. Elle était surtout justifiée par des signes indirects de vieillesse, les ronflements, la prise de poids, la sédentarité, des problèmes d'hygiène, des tas de choses qui vont quelquefois faire s'éloigner les couples. La maladie également, j'imagine. La maladie. Ouais. On peut aussi évoquer une autre chose, moi, que j'ai souvent vue. Oui, il y a l'apnée du sommeil, oui. Il y a également dans la chambre à part, parce qu'elle est très majoritairement demandée par des femmes. C'est les hommes souffrent surtout. Il y a aussi l'idée, et elle est refusée par des hommes, parce que je ne t'ai plus sous la main immédiatement. On peut évoquer... C'est d'ailleurs la grande crainte qui fait que les gens ne veulent pas faire chambre à part, parce qu'ils ont l'impression que ça va nuire à la sexualité, qu'ils vont avoir moins de rapports sexuels. Oh, puis il y a ce qui n'est pas forcément vrai. Il y a l'idée très répandue, il y a eu plusieurs enquêtes qui l'ont montré. Les gens disent, si on fait chambre à part, c'est le début de la fin, c'est le début de la fin du couple. Oui, c'est ça. J'ai une question à poser. Est-ce qu'il y a des études qui révèlent si dans les chambres à part ils maintiennent un grand lit ou ils prennent un petit lit de 90? Alors ça, non, je connais pas d'études qui montraient ça. La plupart du temps, la première, dans tous les histoires de couple, d'abord, on n'en parle pas à l'avance. On vient à une autre séance en disant, vous savez, depuis 15 jours, depuis qu'on s'est vu, on fait chambre à part. Alors, chambre à part, c'est très simple. C'est celui qui est parti. S'il y a une autre chambre, qui la prend, mais je suis sur le canapé. Oui, j'ai pris de la distance. Bon, par contre, mais c'est pas la même chose d'ailleurs de dire je vais sur le canapé ou de dire tiens puisqu'on a un grand appartement, si chacun avait sa chambre. C'est pas son lieu personnel. Hein. Ouais. Eh bien justement, je crois que très souvent, même si c'est sur le canapé, ça renvoie, on peut évoquer la liberté féminine d'une chambre à soi de Virginia Woolf. C'est vrai que, enfin, même sur le canapé, je me retrouve dans une situation dans laquelle j'ai mon espace. J'ai un peu d'autonomie alors que je me sens étouffé dans le couple. Parce que je conserve la télécommande de la télé, pour une fois. Alors tout a changé avec la contraception, ce qui a préparé les couples à la séparation de la sexualité, de la fécondité. Et c'est alors que on parle beaucoup plus de faire chambre à part, parce qu'auparavant ça n'existait pas de cette façon-là, c'était naturel, entre guillemets. Et depuis quelques décennies, moi je dirais que ça a évolué entre... Moi je décris deux choses. L'apartisme choisi, qui peut être équilibré, même heureux. On connaît vraiment tous des couples qui ont sublimé cette séparation harmonieuse de la sexualité et de l'affectivité, plutôt je dirais. C'est-à-dire qu'on est les meilleurs amis du monde. On peut avoir une sexualité. Quand il y a une grande maturité érotique, on se retrouve de temps en temps et il y a plus de désir, ainsi de suite. Et puis il y en a d'autres, j'en connais aussi, qui trouvent leur équilibre. On n'a plus de sexualité, mais on est très bien comme ça. Et par contre, on est les meilleurs amis du monde. Et puis l'apartisme subit. Alors là, en général, il est contraint par l'un des deux. Décision du conjoint. Alors, soit l'alibi ou la réalité, c'est le ronflement, ou des raisons de santé. Mais surtout... Mais ce que quand même... D'abord, il y a chambre à part et il y a lit à part. Parce qu'il y a des couples qui vont dormir dans un grand lit tous les deux, et puis il y a des couples qui choisissent de dormir dans la même chambre, mais avec deux lits séparés. C'est encore autre chose, ça. Oui. Et ce qu'on rencontre quand même beaucoup... Ça, j'entends pas souvent ça, parce qu'il faut déjà avoir deux lits dans la même chambre. Oui. Bah oui, mais si c'est deux lits de 90, ça prend pas plus de place que qu'un lit de... c'est ce qu'on appelait dans toutes les... Et ce qu'il y a quand même de vraiment problématique, enfin c'est ce que j'entends aussi, c'est qu'il y en a un qui aime dormir quand il fait pas chaud, il y en a un qui aime bien dormir avec une grosse couette, l'autre pas. Enfin, ça pose quand même des vrais problème d'adaptation de part et d'autre. Non mais ça c'est problématique, il y a eu plein d'études sur la taille des lits, je suis un peu obsédé par ça. Avec des matelas séparés, différents. Ouais, il y en a un qui bouge beaucoup, l'autre pas, un qui se lève tôt, l'autre pas. Enfin, je veux dire... Mais on dort moins bien. C'est pas... Au sein d'un couple, j'avais lu que la taille idéale, c'est 1m60. Mais il faut avoir la place dans une chambre. D'avoir deux lits de 1m60. Non, pas deux lits de 1m60. Le 1m60, c'est le queen size. C'est déjà grand, le 1m80, c'est le king. On peut aller même au-delà. Hein. Mais il y a Gérard Leleu qui a écrit un livre sur justement lit
séparée ou pas. Enfin, je ne sais plus exactement comment s'appelle le livre. Et il est pas mal parce qu'il y a très peu d'ouvrages qui évoquent ce sujet. Oui, je ne connais pas trop. Il y en a un, Gérard Leleu. Je crois que c'est peut-être Kaufmann aussi qui a fait une étude. Oui, Jean-Claude Kaufmann avait écrit quelque chose là-dessus. Mais je crois, il y a des cultures. Si on reprend par exemple la culture hispanique, dans laquelle il y a toujours des sortes de lits jumeaux, et quand on les prend ensemble, ils appellent ça le matrimonio. C'est-à-dire, il y a le lit matrimonial, et puis on peut les séparer. Et vous le voyez très bien, si on va en Espagne, ces deux lits qui sont reliés ensemble. Dans les hôtels, il y en a un. Voilà, dans les hôtels. Donc, simplement, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un apartisme, il y a deux sortes d'apartisme mal vécu, enfin subi. L'apartisme sanction, c'est l'adultère, la faute grave, et puis l'apartisme protection. On voit de quelle façon, pour se protéger, je m'éloigne un peu, mais le grand paradoxe, c'est que dans les violences conjugales, en général, la victime ne peut pas se séparer par l'emprise, elle est obligée de rester proche. Et moi, je crois simplement un conseil à tous les auditeurs, les auditrices, c'est de parler de ce sujet ensemble, au moins une fois. Et quand ça au va moins une fois, parce que si ça arrive un jour, on le prenne pas comme une malédiction, c'est-à-dire que ça peut arriver un jour, mais tout simplement, je suis pas bien, écoute, je suis un petit peu mieux là, et on en a déjà parlé, à ce moment-là, ça devient pas le début de la fin du couple. Ça arrive déjà chez les jeunes couples? Mais je l'ai entendu, oui, mais dire que c'est plus ou moins, je sais pas. Non, d'accord. Mais... Je ne sais pas, mais je crois que c'est bien d'essayer d'en parler, de dédramatiser, parce que sinon, et notamment pour les hommes, c'est vécu comme c'est terminé, qu'est-ce que tu fais là? Oui, le couple s'éclate en fait à ce moment-là. Enfin, il s'éclate pas dans le lit, mais... Je suis pas sûre que les hommes le prennent moins bien que les femmes. Je crois que les femmes le prennent pas bien non plus quand... Oui, mais la plupart du temps, c'est des femmes qui... Vous avez raison. Mais parce que c'est les hommes qui ronflent. Et qui bougent plus. Les hommes bougent beaucoup plus dans un lit que les femmes. En règle générale, enfin encore une fois, c'est des stéréotypes, mais les hommes sont plus agités la nuit que les femmes. De toute façon, vous êtes toujours plus agités. Parce qu'on fait des rêves érotiques. Et nous, on parle. Dans les enquêtes policières, vous savez qu'il y a des... Alors, ils peuvent savoir, dans les enquêtes policières, qui a dormi dans ce lit, si c'est un homme ou une femme, parce que c'est des mouvements longitudinaux ou latéraux. Les femmes font beaucoup plus de roulements latéraux et les hommes de mouvements longitudinaux. Et en général, ça permet, dans une enquête judiciaire, de savoir qui a dormi dans ce lit. Et ben voilà. Un homme et une femme, deux hommes, deux femmes. Eh oui. Mais pourquoi pas dormir à trois pendant qu'on y est Il faut un king size. Là. Alors celui qui est au milieu, moi je veux pas être au milieu. Ça dépend. Non, moi je veux pas être au milieu. Ça dépend des pratiques sexuelles. Il y a des trouples j'en ai suivi quelques-uns et j'en connais, qui marchent très bien au long cours. Oui, qui dorment ensemble tous les trois. En général, et c'est toujours le même qui est au milieu, je suppose. Oui, je sais pas, je connais que des trouples avec un homme et deux femmes. Ah bon? Oui. Ce que je connais, mais après, je ne suis pas une référence. Il faudrait voir sur l'ensemble des trouples, je sais pas. Ceux que je connais, moi que je suis, je suis pas les troupes, mais un patient, ils sont tous gays. Mais ensuite, je vais pas généraliser, loin de là. Tout à fait. Lorsqu'il y a deux hommes, il y a plutôt... Alors ça dépend, parce que soit ils peuvent s'amuser, dormir à trois, soit telle nuit, c'est l'un qui rejoint l'autre dort dans la chambre d'amis ou sur le canapé, etc. C'est intéressant comme concept. Bon, écoutez, en tout cas, ça permettrait peut-être à tous ceux qui nous écoutent d'évoquer la question ce week-end, peut-être, pourquoi pas. Est-ce que vous êtes heureux vraiment de dormir ensemble, ou est-ce que au fond, ça peut être une idée, voilà. Un week-end de Pentecôte, c'est super adapté. Allez, on va passer 3 jours. Mais pourquoi pas? Enfin, je veux dire, encore une fois, c'est une liberté qu'on a. Le tout, c'est de se mettre d'accord. Et puis en parler, parce qu'en général, on n'en parle pas avant le jour où quelque chose déclenche et on va mal le vivre. Voilà, et c'est vraiment quelque chose d'essentiel la nuit. On passe quand même 7 à 8 heures par jour à dormir.
est-ce qu'on a vraiment envie de dormir avec l'autre ou pas? Enfin, c'est pourquoi pas de l'aborder confortablement, etc. Clairement, bravo Philippe Bruno, vous êtes pour la paix des ménages. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça va être intéressant de savoir combien de couples depuis. On va faire un sondage après l'émission, voilà. Ils se seront séparés, ils font chambre à part. Là, on fait exploser les statistiques. Parfait, oui. Merci Philippe Bruno. Je rappelle que on peut vous lire, bien sûr, votre dernière romance. Ça s'appelle Taxi Thérapie. C'est aux éditions Serge Safran. Merci. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour Nicolas. Bonjour Brigitte, bonjour Pascal. Alors justement, est-ce que vous dormez à deux ou vous faites chambre à part, vous? Non, moi je dors seule. Toujours seul, Voilà. mais parce que vous êtes seul ou... Oui, parce que je suis seule. Ah bah oui, Voilà, bah c'est alors pour ça. voilà. Mais quand vous étiez, enfin, si vous étiez avec quelqu'un, vous dormiriez seul ou vous aimeriez dormir avec la Oh, personne? j'aimerais dormir avec lui, oui. Ouais. D'accord, avec lui, donc. Oui. Pour la ronron thérapie, s'il ronfle. Bah après, moi je dors bien aussi, donc j'entends rien. Un peu parce que vous portez des boules caisses, non? Et non. Ouais, c'est parce que vous Bah, en avez fait, jamais. je sais pas. Après, voilà, ça s'est jamais posé le problème, vu que je sais que je dormirai jamais avec personne, donc Pourquoi? et que j'ai jamais dormi. En fait, j'ai jamais dormi avec personne, et je pense pas que je dormirai avec quelqu'un parce que voilà, j'ai jamais eu de relation avec qui que ce soit, donc c'est pour ça. Vous voulez dire que vous n'avez jamais eu de rapport sexuel avec personne? Si, j'en ai déjà eu, mais j'ai pas dormi avec. Il y a D'accord. déjà des hommes. Vous n'avez pas envie. Alors ça va être ma deuxième question. Vous n'avez pas envie de vivre avec quelqu'un? Vous avez envie de rester seul? Si, j'ai bien envie de vivre avec quelqu'un, mais c'est pas si facile que ça, surtout quand on est gay, en fait. Oh, il y a quand même. Ça réduit le nombre de partenaires, certes, mais Vous habitez où? J'habite à Saint-Maur. en région C'est parisienne. en région donc. parisienne. Bon, bah alors. Oui, voilà, c'est ça. Il y a quand même Oui, bon mais nombre bon, de c'est pas gays si facile que célibataires. ça. C'est pas si facile que Ouais. ça, et les gens, voilà, je tombe pas toujours sur des gens très Mais- sympathiques, et c'est pas toujours facile. Je pense que si j'avais été hétéro, ça aurait été différent. J'aurais eu plus de... Alors Enfin, je sais attention, pas, j'en sais rien. attention à ces croyances, hein, Nicolas, qui parfois nous enferment et nous arrangent bien, mais qui finalement nous enferment. Attention. J'ai déjà fait des rencontres, mais bon, ça n'a rien donné de bien, donc... Mais ils n'ont jamais voilà. voulu dormir avec vous? Vous n'êtes pas resté à nu? Non, j'ai eu un petit copain une fois, mais il m'a largué par texto parce que c'était hyper compliqué notre histoire. Bon. Mais on n'a jamais dormi ensemble, non. Eh bien, troisième question, puisque vous aimez les hommes, qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme? Le torse, les bras, mais voilà. C'est surtout ça que je regarde, le D'accord. torse, les bras. S'il est bien musclé, s'il est... Et le visage aussi, voilà. Bon, bah écoutez, Pascal Neveu, il a un costume cravate, alors on voit pas trop bien quel est son torse. Hein. Je suis désolée, je peux pas vous le décrire, Nicolas. En revanche, vous pouvez lui poser une question. Oh là, je m'attends au pire. Alors, non, pourquoi oui, Allez-y, Nicolas. en fait, je voudrais savoir ce que c'est la dysharmonie psychotique. Alors, c'est un cours là que je dois donner parce que ça va être un peu compliqué. Mais là, c'est le fait d'être. La problématique du psychotique, c'est qu'il peut être dans des comportements de dépersonnalisation, de déréalisation également, et que parfois c'est un peu fluctuant au niveau des humeurs. Je vais résumer ça globalement comme oui, cela. c'est assez clair, oui. Je pense que c'est une réponse assez claire pour tout le monde. Eh bien, voilà la réponse de Pascal Neveu, Nicolas. Et puis, merci d'avoir échangé avec nous. Merci à vous, au revoir. Belle Merci rencontre à beaucoup. vous. Et on se retrouve dans un instant. On va revenir sur les lapsus et les actes manqués. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Pascal Neveu, psychanalyste, on va revenir sur les fameux lapsus avec Fabienne qui est avec nous. Bonjour Fabienne. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Pascal. Bonjour Fabienne. Alors, ça vous arrive souvent de vous tromper de prénom, je crois, hein? Oui, ça m'arrive, en effet, avec mon compagnon que j'ai rencontré au mois de novembre. Et bon, là, ça va un peu mieux, mais au début, j'avais souvent tendance à vouloir l'appeler du prénom d'un ex. C'est assez désagréable. Je me rattrapais quand même. Je l'ai jamais fait, en fait, je pense. Mais oui, c'est gênant, quoi. C'est-à-dire que vous venez sur le bout de la langue, mais vous arriviez à ne pas le dire, c'est ça? Oui, mais oui. Alors ça, c'est peut-être
tout bêtement parce que vous êtes resté assez longtemps avec votre ex, vous êtes quelqu'un peut-être d'un peu distraite. Oui, c'est possible, oui. Et puis voilà, il ne faut pas y voir autre chose, peut-être. Voilà. Il vous en Donc veut du ou pas? coup, maintenant je l'appelle mon chéri, mon amoureux, comme ça c'est plus simple. Est-ce que vous lui parlez souvent de votre ex et de votre passé? Il le connaît. D'accord. Donc souvent non, mais bon voilà, on se croise de temps en temps. Voilà. Mais vous l'avez non, un jour c'est sorti quand même, vous l'avez appelé? Non, jamais. Non. Mais vous avez failli plusieurs fois. Oui, pendant quelques mois, c'est vrai qu'au départ, mais c'est vrai que je suis restée 6 ans avec l'autre personne, donc c'est un prénom qui reste ancré des fois. Tout je à pense fait. que c'est ça. Ouais. Oui, mais là en plus vous avez toujours su ne pas le dire, donc ça montre bien qu'il y a aussi une capacité à être assez consciente que ça aurait pu le blesser, oui. Oui. Et des fois, ça m'arrive même avec des prénoms de mes neveux et nièces. Des fois, j'en appelle un d'un autre nom. Ça donc, passe. Là, on est sur un autre registre également. Là, c'est pas très... Oui, voilà. Mais c'est ce qu'on disait en début d'émission. C'est assez fréquent que à un moment donné, on lâche le prénom de son ex. Surtout au début d'une relation. Parce qu'elle est fraîche, votre relation, depuis le mois de novembre. Oui, depuis le mois de novembre. C'est ça, ouais. Et ça, là, il ne faut pas y voir quelque chose d'autre que juste une habitude, en fait. Oui, voilà, il n'y a rien de... Mais j'ai une petite anecdote rigolote par rapport à des actes manqués. En fait, à une époque, j'étais sur un site de rencontre et puis je discutais avec 2 personnes qui avaient le même prénom. Donc j'envoyais des messages, et j'avais rencontré l'un d'eux l'après-midi, et puis le soir, l'autre m'envoie un message pour savoir comment j'avais passé ma journée. Je lui dis, tu te rappelles pas, t'es venu à la maison et tout. Ah, ça c'est moins drôle. Et même en partant, il avait un petit peu essayé de m'embrasser, de faire un bisou et tout. Et je lui dis, bah oui, rappelle-toi, t'as même essayé de m'embrasser, puis après... il me répond, ah mais non, je suis pas venue chez toi. Oh mais je lui dis, non mais c'est une petite blague. Et oh là là. Je savais pas comment me rattraper. Ce truc con. Ah, il y a des événements comme ça. Avec oui, il y a des fois. Avec les SMS, même des fois, sans que ce soit le même prénom, ça peut arriver. Faut en communiquer à quelqu'un, une copine, puis d'un coup, je dis, oh là là, j'espère que je me suis pas trompée hier soir encore. J'étais en train de lui envoyer des messages. Et... comme ça m'est déjà arrivé maintenant. C'est pour ça qu'il faut tenir un agenda. Ou un petit journal. Puis alors, vous utilisez un chiffre, numéro 1, numéro 2. Non, mais maintenant, j'ai qu'un seul numéro 1. Voilà. Il n'y a pas de souci. Mais là, c'était drôle. Mais il y a plein de choses comme ça. Je précisais en début d'émission ce patient qui avait 2 maîtresses et qui portait le même prénom, Olivia. Oui. Et ce qui a précipité la chute, c'est que pendant une semaine, lorsqu'il allait à tel endroit avec l'une, l'autre s'y trouvait. Ah oui, c'est des trucs mais énormes. Et donc c'est étonnant ça. Les deux ont fini par comprendre. C'était le même prénom et puis les mêmes lieux pendant une semaine. Et ensuite, il a pris la décision d'arrêter parce qu'il m'a dit je suis maudit. L'univers lui faisait des petites blagues. Comment? Oui. L'univers lui faisait des petites blagues. Ouais, mais bon. Mais là, votre lapsus, il est pas mal. Enfin, votre acte manqué. Voilà, donc c'est pas, y a rien de trop méchant ou désagréable, mais bon, j'avoue que moi, j'aimerais pas trop qu'on m'appelle du prénom de quelqu'un d'autre. mais vous savez, Fabienne, il arrive assez souvent, je dirais pas tous les jours, mais il arrive assez souvent que quelqu'un qui appelle, un auditeur, ou plutôt une auditrice d'ailleurs, pardon, m'appelle par son prénom. Ah bon? Oui, ça arrive fréquemment. Par exemple, vous m'auriez dit bonjour Fabienne. Oui. C'est curieux. Et c'est toujours... enfin, moi, je ne sais pas comment vous l'interprétez, Pascal Neveu. Moi, je l'interprète, évidemment, mais... on peut l'interpréter comme une soif de vouloir participer à l'émission, de vous apprécier, de s'identifier en vous pour avoir une réponse. Je prends ça comme une identification un peu excessive, évidemment, puisque... Oui. Puis il y a l'émotion, j'imagine aussi. Oui, bien sûr, mais c'est quelque chose qui arrive relativement fréquemment. Je dirais que ça arrive... Et c'est comme parfois, lorsqu'on règle par carte bleue, au lieu de faire notre code, on fait le montant. Ah bon?
Ah oui, bon oui. Vous êtes distraite quand même, Fabienne. Hein. On me dit 39,90 €, je mets 39,90 €. Non, c'est pas ça, mon code. Et ça marche pas? Non. Au bout de 3 erreurs, la carte elle est bloquée, donc il n'y a plus d'achat. C'est un petit manque de concentration, peut-être. Oui, c'est un manque de concentration là. Mais en effet, on est, de toute façon, on a tous nos petites imperfections, hein, et c'est pas. Mais je vois que ça arrive assez grave. souvent, parce que moi, je fais régler des gens par carte bleue parfois, et ils ont tendance des fois à faire ça. Ah Et je ouais leur dis, tiens, c'est marrant, parce que moi aussi, ça m'arrive. Bon, tant que le soir vous ne rentrez pas chez votre ex, en pensant Tout va bien. Je Bon, rentre chez moi, tout va bien. eh ben, écoutez, merci Fabienne en tout cas de cet échange. Merci. Merci à vous. Merci. On continue, notamment si vous avez fait des actes manqués, vous avez envie de comprendre de quoi ça parle, vous pouvez nous appeler sur Sud Radio au 0826 300 300. On continuera bien sûr à en parler dans cette deuxième heure, comme on va essayer d'interpréter un rêve. On va évoquer aussi un livre dont vous avez eu envie qu'on en parle, Pascal Neveu, Oui. et c'est pour ça qu'on recevra l'auteur dans un instant. Tout ça, c'est pour la deuxième heure, mais tout de suite... La petite devinette. À quoi on reconnaît qu'un homme est vieux dans un restaurant, Pascal Neveu? juste après le journal. Juste après le journal, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est juste après les infos que vous pourrez Oui, les infos, c'est ce que je voulais dire. nous donner la réponse. Oui, mais bon, le journal, c'était au siècle dernier. Hein. Mais on parlait du journal au siècle dernier. L'ORTF, etc. Oui, bien sûr. Léon bien sûr. Zitrone. Et puis il y avait aussi le tam-tam. Oui, il y a eu d'autres manières d'informer les gens que les infos, c'est vrai. – 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et c'est toujours en compagnie de Pascal Neveu, psychanalyste, que nous évoquons les actes manqués, les lapsus, tout ce qui fait que tout d'un coup on se sent souvent un peu con quand même, hein, avec ce genre de choses. Et puis finalement c'est pas très grave dans l'ensemble. Hein. C'est ce qu'on disait au début, ça fait rire tout le monde. Ça fait pas On fait toujours un peu rire. clown, hein. Ça fait pas rire. Tout dépend si on tout insulte l'autre. Oui, et puis ça dépend aussi des circonstances. Bref. Toujours est-il qu'avant de donner la parole à Tania, qui nous a rejoint, je voudrais que vous me disiez à quoi on reconnaît un homme vieux dans un restaurant. Pour une fois, je pense avoir trouvé. Oui. C'est parce qu'il se rend très souvent aux toilettes. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas ça. C'est pas tout à fait ça. En fait, c'est quand il s'intéresse plus à ce qu'il a dans son assiette qu'à la serveuse. Non, ce qu'il y a... Ouais, je suis pas d'accord. Hein. Si, il y a un certain âge où de toute façon il n'y a plus rien qui monte, donc plus la les peine de médocs, regarder la serveuse. Les petites pilules. Ouais, mais ça marche pas si bien que ça. Vous savez quel est le pourcentage qui fait que ça marche ou pas quand un homme prend les fameuses pilules? Je sais pas, ça doit être la moitié, non? Un peu plus, 60% de réussite sur 100. De toute façon, ça fait quand même 40% de dans raté. la tête, si ça fonctionne pas... Ouais, mais il n'y a pas que la tête. Hein. Non. Bon, bref. Bonjour Tania. Bonjour Brigitte, bonjour Pascal. Bonjour Tania. Alors, Ça vous arrive souvent de faire des lapsus? Ah oui, très souvent en fait. On rigole souvent à la maison parce que j'ai du mal à me poser sur une activité. Vraiment à apprécier le moment présent, c'est vraiment quand je me concentre dessus. Mais dans la vie courante, en fait, j'ai tendance, comme beaucoup, à penser à énormément de choses. Et puis il y a tout qui sort en même temps. C'est vraiment... et ma fille qui est petite, elle me reprend souvent et on a des éclats de rire. Je sais pas, le soir, alors je me rends compte que parfois c'est soit parce que je suis pas là, vraiment, donc je mélange les mots, ou bien c'est parce que peut-être je m'agace ou je répète la phrase. Ce qui m'arrive de dire de temps en temps, au lieu le soir de lui dire « va te laver les dents », je lui dis « va te laver l'histoire ». Parce que je pense déjà à l'histoire que je vais lui raconter. Oui. Et ça sort en même temps, quoi. Donc votre esprit va plus vite que vos paroles. Ouais. Okay. Enfin, c'est idiot ce que je viens de dire, puisque c'est vos paroles qui parlent d'histoire, mais en tout cas, votre esprit va plus vite que vous ne voudriez. Il est déjà ailleurs. Vous anticipez, en fait, les moments de votre journée? Alors, je suis pas trop dans la programmation, mais je suis pas en souci, mais je capte énormément d'informations toute la journée, mais parce que je suis comme ça. Vous êtes hyperactive? Oui, j'ai un côté hyperactif, hypersensible.
Et du coup, je capte énormément de choses et plus de l'intuitif. Et du coup, ce côté-là, je le bloque un petit peu parce que quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Bon, malgré tout. Mais par contre, au niveau de l'activité du quotidien, je vais vite et je fais énormément de réflexion en cascade. Donc voilà, on parle d'un caillou et on va finir avec une histoire à dos d'un papillon, vous voyez, enfin un truc qui va être invraisemblable et ça rebondit sans arrêt en fait. Donc je suis très très cérébrale de ce côté-là, vraiment à réfléchir, à anticiper, parce que là, par exemple, je sais comment je suis, donc du coup, je m'impose des timings, forcément, une programmation pour avoir un rythme. Et puis bon, comme beaucoup de mamans, on a un rythme et puis on le tient pour donner un cadre et des valeurs et des habitudes aux enfants. Après, ils se libèrent et ils s'expriment dans ce cadre-là, mais il faut donner le cadre. Et en fait, moi, c'est une contrainte que je me mets réellement, et c'est peut-être moyen de continuer à réfléchir comme ça, de m'en échapper, je ne sais pas, mais c'est vraiment ce côté mais vous êtes quelqu'un d'assez nerveuse, d'assez alors nerveuse, je sais pas, disons que je contiens effectivement, je suis vraiment dans la bienveillance. Je suis quelqu'un qui arrondit tout le temps les ongles et peut-être trop. J'aime que les gens autour de moi soient bien, que ce soit à la maison ou dans mon métier. Maintenant, parce que j'ai plus de 50 ans, donc j'ai appris justement à remettre les choses à leur place et à ma place, et que s'il y a des choses à exprimer, je les exprime beaucoup plus facilement, avec la rondeur, on va dire, qui me caractérise. Mais effectivement, des fois, je sens que ça sort parce qu'il y a un peu d'agacement derrière. Ou de l'agacement, ou il y a une émotion qui sort, et peut-être que ça peut regrouper des choses qui ne sont pas sorties avant. Vous pensez suffisamment à vous? Vous pensez davantage aux autres? Non, enfin oui, non. Voilà, je pense aux autres avant. Vous voyez, c'est ça qui m'interpelle dans votre témoignage depuis tout à l'heure, c'est qu'on sent que c'est très confus finalement pour vous. Oui. Vous êtes très confuse avec vous-même, et c'est ce qui fait que ça se bouscule, si je puis dire. C'est ça, parce que j'ai répondu à ces deux questions en même temps en fait. J'ai pas voulu en laisser une. Donc non, je ne pense pas suffisamment à moi, et oui, je pense plus à l'entourage. Donc en fait, j'ai répondu aux deux questions. Mais ça serait peut-être intéressant, oui, que vous puissiez de temps en temps un petit peu vous poser vous-même pour essayer de calmer un petit peu, parce que vous êtes peut-être un petit peu en surcharge là-haut. Il faut faire de la relaxation, sinon vous faites 1 ou 2 séances d'hypnothérapie qui vont calmer la tempête psychique, parce que c'est un peu ennuyeux. C'est ça, oui, c'est assez, c'est bien plein, comme vous dites, c'est bien une tempête là-haut. Et j'ai essayé de faire, vous savez, des fois de la relaxation avec des CD, des choses comme ça. Et par contre, quand ça dure 20 minutes, c'est un CD que j'ai par exemple depuis au moins 20 ans, je n'ai pas fait une seule séance sans m'endormir. C'est-à-dire que au moment où je me pose, je pense que la fatigue ressort. Et là, du coup, je me pose vraiment, quoi. Et la nuit, vous parvenez à bien dormir, ou le sommeil est un peu agité et votre cerveau continue à s'activer? Alors, soit je suis très fatiguée, effectivement, je vais faire une bonne nuit, mais si je dors trop, je me réveille, j'ai mal à la tête. Ou alors, ça m'arrive de dormir et, par exemple, de chanter une chanson toute la nuit. Pendant que vous dormez? Ah ouais, je l'entends. Pendant mes rêves, je continue... Il y a une chanson, oh là là, cette chanson... Oui, mais c'est dans votre tête, vous ne chantez pas. Non, je ne chante pas. Okay. Non, je ne chante pas. Oui, mais vous remémorez la chanson. Non, je crois, Tania, je crois que c'est surtout que c'est confus dans votre tête avec vous-même, en fait. C'est ça qui me semble... vous gagneriez à être peut-être un peu plus clair dans vos désirs à vous, et dans ce que vous avez envie de faire dans les années qui viennent. Parce que finalement, vous vous laissez balloter par vos pensées qui sont parfois contradictoires, et par ce que les gens attendent de vous. Et c'est bien de s'occuper des autres, c'est bien de s'intéresser aux autres, mais il ne faut pas non plus que ça nous emmène trop loin de notre chemin de vie, en quelque sorte. C'est ça. Mais vous avez tout à fait raison. Et il y a des moments où j'ai des points d'arrêt, où je me dis stop, tu fais ça, tu penses à toi.
Et puis, mais ça dure. Vous savez qu'un moment d'arrêt, c'est pas pour faire quelque chose, hein, c'est un moment d'arrêt. Hein. Prenez du temps pour vous. Oui, vous voyez, c'est intéressant parce que on parle finalement du langage aujourd'hui, hein, puisqu'on parle des lapsus. Et on voit bien que ce qu'on dit, au moment où on le dit, ça montre bien à quel point on n'est pas toujours très en accord avec soi-même. Parce que si un temps d'arrêt, c'est pour voir ce qu'on va faire, ça va. Mais si, il y a quelque chose qui... Vous essayez de faire de la peinture, sinon ça va vous calmer. Oui. Alors, je suis très manuelle. Alors, quand je peux me poser, effectivement, je vais créer. Voilà, je crée beaucoup de matière. J'ai fait du vitrail. C'est pareil. J'ai fait énormément de choses diverses et variées. Et c'est pour ça qu'on parlait de sommeil tout à l'heure. Il m'est arrivé de faire ou de la couture jusqu'à 2h du matin parce que j'avais besoin justement de m'arrêter sur une activité qui me satisfaisait, qui me faisait plaisir. Et tant pis si c'était hors cadre horaire, on dirait. Horaire quotidien qui permet d'avoir quelque chose de programmé. C'est pour ça que moi, la programmation d'une journée et ce qui peut sortir verbalement, et comme vous dites, comme un flow ou en confusion, effectivement, tout ça, moi, c'est une contrainte et mes échappatoires, ça va être un peu hors du temps. Donc c'est un effort pour moi de poser les choses comme là, je pose les choses pour vous parler, effectivement, pour pas débiter. Et c'est un vrai effort, mais depuis toujours, mais j'en ai pris conscience maintenant. Et petit à petit, Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est quoi votre profession? Alors, je travaille d'une part dans une entreprise de rénovation de bâtiments. Donc, j'étais une technicienne du bâtiment au départ. J'ai toujours été portée par les lieux, la construction, être bien chez soi. Et j'ai une autre activité qui est du réaménagement feng shui et la géobiologie, du coup. J'ai développé ce côté intuitif qui aujourd'hui finalement m'apaise aussi. Oui, vous êtes assez créative finalement dans votre profession comme dans la vie en règle générale. La seule chose, c'est qu'on peut se dire que de temps en temps, rester sans rien faire, c'est pas mal. Faut que j'essaye. J'aime bien l'expression rester sans rien faire, c'est pas mal. Oui, c'est ça aussi. Je veux dire, se poser, c'est normalement rester sans rien faire, se poser vraiment. Oui, mais après, il y a toujours cette petite voix de dire tu n'as pas fait ça, ou c'est tu pas n'as bien pas pris ça. Le temps de le faire. C'est pas bien, Tania. C'est votre côté, c'est le petit Jiminy Cricket, c'est ça qui la voix de la morale qui vous dit que vous avez encore plein de tâches à accomplir. Oui, alors je me suis je pense m'être pas mal décroché de tout ce qui est effectivement ce qu'on vous apprend, etc. Entre le être soi et puis ce qu'on nous apprend, effectivement. Donc ça, j'ai beaucoup avancé là-dessus. Après, le fait, c'est de l'appliquer. Arriver à l'appliquer. Mais vous savez, Tania, la vraie difficulté, c'est que rester sans rien faire, il y a très peu de gens qui savent vraiment rester sans rien faire, parce que rester sans rien faire, c'est de ne plus avoir peur. Et ne plus avoir peur, c'est quand même pas si simple. L'être humain doit réguler ses angoisses. Même les moines tibétains, finalement, quand ils méditent, ils ont une activité. C'est tout à fait autre chose, bien évidemment. C'est une activité qui... Mais ça reste une activité. Je suis bien d'accord. Rester sans rien faire, c'est très... Le cerveau travaille sans cesse. Oui, c'est ça. Mais arriver justement, quand je me concentre, par exemple, sur un lieu, sur un plan pour travailler, moi, mon activité indépendante, à ce moment-là, j'arrive, justement, je me fais une bulle autour de moi et je travaille dans l'énergétique ou dans la projection du plan pour la décoration. Et là, c'est une activité qui me demande un effort aussi. Mais étant donné que j'aime cette activité, c'est un travail, et je le vois plus aussi comme du bien-être, comme un bienfait pour moi aussi. Bien sûr, et c'est une grande chance, évidemment, de pouvoir faire quelque chose qu'on aime. Justement, même la nuit, on ne reste pas sans rien faire, puisqu'on rêve, et c'est ce dont on va parler dans un instant avec Pierre. Merci Tania, en tout cas. Merci beaucoup. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Avec Pascal Neveu, psychanalyste, nous évoquons maintenant les rêves avec Pierre. Alors je sais qu'en tant que psychanalyste, vous n'aimez pas beaucoup l'interprétation un peu sauvage. Non, ce que je critique, c'est l'interprétation sauvage des psys qui prétendent, et des dictionnaires de rêves également, qui prétendent donner une clé face à nos des songes. Symboles, Voilà, bien sûr. Bon, on va essayer, je vais essayer de ne pas en faire trop alors. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Brigitte, bonjour Pascal. Alors vous vous souvenez rarement de vos rêves. Alors déjà ça c'est intéressant à signaler. Quand on se souvient pas souvent de ses rêves et que tout d'un coup on se souvient d'un rêve, c'est évidemment peut-être parce qu'il est important. Oui. Parce que de toute façon on rêve tous. Hein. Mais on les mémorise pas forcément. Allez-y, racontez-nous ce rêve alors. Oui, alors du coup, oui, en fait, j'ai fait un rêve il y a une semaine, on va dire. Ça se passait au Moyen-Âge, dans un village. Je circulais sur une espèce de charrette sur laquelle j'étais assis, avec quelqu'un qui me poussait. C'était un peu le moyen de transport de l'époque, on va dire. Bah oui. C'était assez vétuste et bon, j'étais pas surpris, j'étais dans mon élément, jusque-là rien. Et puis il y a une autre charrette qui arrive dans l'autre sens. Je distingue une personne assise de la même manière en face. Et au moment de se croiser, je me suis rendu compte que c'était ma maman qui était assise en face de moi et qui avait donc ma mère est décédée il y a presque un an, c'était le 21 juin de l'année dernière, et j'avais jamais fait de rêve d'elle non plus. Et elle m'a souri. Elle avait, on va dire, 10 ou 20 ans de moins que l'âge qu'elle avait, donc elle avait 85 ans, elle devait avoir 60 ans, et quand elle m'a regardé avec de la bienveillance, ça m'a tellement surpris que je me suis réveillé, et donc je me suis souvenu de ce rêve. Alors c'est intéressant parce que vous parlez du Moyen-Âge et votre mère finalement a un âge moyen au moment où vous rêvez d'elle dans... Oui. Vous êtes d'accord, Pascal? Oui. C'est frappant, ça, déjà. Hein. Vous voyez que vous faites aussi une interprétation sauvage. C'est du lacanisme. Pascal. Non, là, c'était facile. Moi, j'attends la suite. Allez. Allez-y, Brigitte, continuez. Alors, moi, je crois que ce rêve indique que vous avez commencé à faire le deuil de votre maman. C'est un rêve qui est plutôt positif puisqu'elle vous sourit. Vous n'êtes pas tellement surpris de la voir. Elle est en face de vous. Moi, je crois que ce rêve vous indique que vous êtes que le travail de deuil est bien entamé et que vous êtes relativement tranquille avec le fait que votre mère soit partie et qu'elle est en vous maintenant, dans le bon sens du terme. Enfin, en tout cas, vous n'avez pas eu l'air de le raconter d'une manière si angoissante ou si... Non. C'est un rêve qui vous a pas, voyez, perturbé. Ça m'a surpris. Voilà, ça m'a juste surpris. Mais en fait, je l'ai accompagnée le dernier jour. J'ai passé la nuit à l'hôpital avec elle. On communiquait plus, mais je lui parlais dans ma tête et quelque part, je lui parlais. Et je disais quelque part qu'elle pouvait s'en aller sereinement, que j'allais surmonter l'épreuve, que voilà. Et c'est ce que vous faites. Oui, et c'est ce que vous faites. Oui. Et quelque part, maintenant, ce rêve est plutôt. Enfin, moi, je crois que c'est plutôt un rêve qui est positif et qui indique que c'est plutôt bon signe. Il y a deux chemins il y a une charrette qui se croise, deux chemins inverses. Vous vous retrouvez, vous faites coucou, si je puis dire, pardonnez l'expression, et puis ensuite, vous reportez chacun sur votre chemin, pardon. Ah, d'accord. Mais vous, comment vous l'avez interprété? Alors, moi, ça m'a juste surpris de la retrouver dans ce contexte-là, parce que je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à un rêve qui se termine autrement, et là, c'est l'effet de surprise, voilà, simplement. Et moi, j'ai fantasmé la mort de mes parents comme tout le monde. Et ce qui est très étonnant l'année dernière, c'est que j'étais presque anormalement serein parce que j'étais près quelque part où j'ai eu une communication avec elle, peut-être qui était privilégiée, peut-être, je sais pas. Et finalement, c'était assez serein comme départ. Qu'est-ce qui s'est passé la veille ou l'avant-veille de ce rêve? Vous vous en rappelez ou pas? Parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle un contexte onirogène.
Disons qu'elle était dialysée depuis des années. Non, mais la veille du rêve. Ah, la veille du rêve. Oui. Ah, la veille du rêve. Alors là... Parce qu'en fait, le cerveau, il retravaille. Il mélange un peu les oui, choses. Alors, si vous voulez, comme ma mère est décédée le 21 juin, pour moi, j'ai vu un symbole de musique, parce que j'ai toujours voulu être musicien ou travailler dans la musique, et j'ai fait autre chose. Et c'est le jour de la musique, là, c'est ça? Et oui, faites de la musique, voilà. Et donc, moi, je l'ai pris vraiment comme un signal, et du coup, j'ai abandonné une bonne partie de mes activités informatiques pour me diriger vers autre chose, vers la musique, ce que je suis en train de faire en hommage à votre mère. Oui, bien sûr. Mais alors, bien sûr. ce rêve, vous dites que vous l'avez fait il y a à peu près une semaine, donc c'était à peu près le 20, oui. près du 21 finalement. Oui, 15-20 mai, on va dire. Donc c'est pas le même mois, hein. C'est un mois avant. Je sais. Ouais, mais du coup, moi, ça vous prépare pour la fête de la musique qui va avoir lieu le 21 juin. Ah, peut-être. Le cerveau, il anticipe les choses. Hein. Ah oui. Et n'oubliez pas que vous allez être à une date clé, c'est la première année d'un deuil. Et dans ces cas-là, on repense différemment aux choses. Hein. Il y a toutes les fêtes, de toute façon. Oui, le 21 juin restera une date qui vous marque. Puis on pourrait interpréter aussi cette charrette. Hein, c'est aussi ce qui nous emmène d'un endroit à un autre. Elle est comment cette charrette? Vous la Elle est plutôt vétuste. En plus, moi, je ne vois pas la personne qui la pousse. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui vous pousse aussi. Hein, qui est derrière moi, en fait, que j'imagine simplement. Donc c'est un petit peu... c'est quelqu'un qui vous pousse à continuer à avancer, hein, même si pour l'instant c'est encore un peu vétuste, parce que et puis votre mère était vieille et donc un peu vétuste. Enfin, vous voyez, on peut aller loin. On peut toujours aller très loin dans l'interprétation. Hein. Après, il faut que ça vous parle, il faut que ça corresponde à ce que je vous dis. Il faut que ça ait du sens pour vous. Sinon, c'est pas ça. Mais visiblement, oui, vous continuez votre chemin, quoi. La charrette, elle avance. Hein. Mais sinon, vous ne vous rappelez jamais des autres rêves? Quasiment jamais, parce que je dors très peu. En fait, je travaille beaucoup, donc je me couche tard, et donc je pense que quelque part, j'ai un sommeil qui est réparateur, mais j'ai pas forcément le temps de rêver. Ça m'arrive encore, mais c'est très rare en fait. Mais il y a des gens qui ne se souviennent jamais de leurs rêves. Hein, on peut le répéter dans sa tête 3-4 fois avant de s'endormir. Demain matin, je me rappellerai de mes rêves. Moi, je rêve énormément. Oui, moi aussi. Ça m'amuse beaucoup. Moi aussi, je m'amuse beaucoup. Et on rêve vraiment parfois n'importe quoi. Il faut bien le dire. Hein. Je confirme. Je ne raconterai pas mes rêves de la nuit. C'est pas toujours très cohérent. Et il n'y a pas toujours besoin d'interpréter d'ailleurs. Hein. Il y a aussi des tas de rêves qui sont juste des choses qui permettent d'éliminer des choses sans importance. Mais généralement, quand un rêve nous marque, c'est quand même un rêve qui veut dire quelque chose. Et la preuve, celui-là, vous en êtes rappelé, Pierre. Très bien. Merci en tout cas. Et puis continuez votre route sereinement. Tout va bien. Mais pas dans une charrette. Oui. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous. Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'on aurait pu interpréter autrement le terme charrette. Oui. C'est parfois quand on est dans la charrette pour être licencié, etc. Mais visiblement, c'était pas ce que... Puis il y a arrête également. Enfin, voilà, on peut s'amuser. Non, mais c'est là où on peut rentrer dans un complet et total délire en termes d'interprétation. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention et rester cohérent avec ce que nous dit la personne qui nous le raconte. Petite pause et puis on va retrouver le dernier Love Conseil de la semaine sur la sexualité normative. Et puis ensuite, justement, on parlera du deuil avec notre auteur qui vient de sortir un livre qui s'appelle L'amputation. C'est Éric Durand-Bio qui nous a rejoint. Mais tout ça, c'est dans un instant. – 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Alors Pascal Neveu, toute la semaine j'ai parlé des croyances dans la sexualité qu'on a tendance toujours à un petit peu normaliser. Et alors je vais conclure cette semaine je vais la conclure ce Love Conseil par les comparaisons hommes-femmes qui sont pas toujours exactes. Et c'est bien aussi de tordre le cou à tout ça. Notamment les hommes ont plus de besoins sexuels que les femmes. C'est vrai pour certains, c'est pas toujours systématiquement vrai. Et c'est vrai que les hommes ont souvent tendance à se plaindre du manque de rapports sexuels, mais c'est parce qu'en fait, ils ont tendance à voir le sexe sous l'angle de la quantité. Les femmes auraient plutôt tendance à le voir sous l'angle de la qualité. Donc, c'est là où il faudrait peut-être de temps en temps se retrouver. Bref, je voudrais dire juste que si les hommes amélioraient la qualité de la sexualité telle que les femmes auraient envie que ce soit, eh bien, peut-être qu'ils auraient plus de quantité. Voilà, c'est le message que je vous... C'est méchant pour les hommes. Non, c'est pas méchant pour les hommes, c'est réaliste. Vous savez, ça fait quand même un certain nombre d'années que j'écoute les hommes et les femmes. Non, donc, mais comme Grodek le disait, il y en a certains qui s'imaginent qu'un vagin ou un orifice, c'est simplement un organe masturbatoire, puis d'autres qui ont des bons coups, puis d'autres qui sont des mauvais coups aussi. Hein. Moi, je résume ça ainsi. Hein. Bon, si vous voulez. Bon, après, deuxième idée un peu reçue, les hommes ont moins de zones érogènes que les femmes. Je voudrais juste rappeler que toute la peau est érogène, mais bien souvent, en effet, les hommes vont se focaliser sur leur pénis, mais ils ont aussi des tas d'endroits sensibles ou qui aiment être caressés. Voilà, donc, bon, bref, je pourrais continuer la liste parce qu'elle est très longue, hein, de toutes les idées reçues sur la différence sexuelle entre les hommes et les femmes. Et je voudrais juste terminer par ce concept qui est également très faux. La fréquence des rapports sexuels indique la santé sexuelle du couple. Alors ça, c'est archi faux. En revanche, l'intimité du couple est un bon paramètre de la santé du couple. Et quand j'appelle l'intimité du couple, ça veut dire l'envie de se toucher, la tendresse, l'envie de s'embrasser, l'envie d'être dans les bras de l'autre, de se confier, l'un de l'autre. Ça, c'est la santé du couple. Le nombre de rapports sexuels... on connaît la moyenne, mais ça veut strictement rien dire. Ça ne veut absolument strictement rien dire. Alors, l'amputation, c'est une sorte de roman un peu écrit pour peut-être aussi faire passer quelque chose qui a été difficile à vivre. Ça s'appelle donc l'amputation. C'est Éric Durand-Billot qui en est l'auteur. C'est aux éditions Chemin de Traverse. Et notre... Pascal Neveu avait beaucoup aimé cet ouvrage, hein, je crois. Vous aviez... Oui, parce que l'ouvrage m'a été présenté et puis j'ai rencontré Éric Durand-Billot également. On a longuement échangé parce que moi j'ai dévoré le livre. Pour tout vous le dire, je l'ai lu en une nuit parce qu'il résume parfaitement. Alors c'est pas un roman. Hein. C'est réellement... Oui, c'est autobiographique, mais c'est un peu sous forme de roman quand même. C'est très bien joué, je trouve, en termes d'écriture, parce que vous savez que je suis je suis spécialisé dans le deuil également, et il y a toute la souffrance du deuil. Il y a toute la problématique liée à la Covid-19, parce que, je pense que Eric va le raconter également. Bon nombre d'endeuillés ont souffert de ne pas avoir le corps. Il y a eu 2 décrets du 25 mars et du 1er avril notamment qui ont sauté par la suite. On ne pouvait pas avoir le corps. Et puis je vous passe tous les détails. Oui, et même pour l'enterrement, il fallait choisir les personnes parce qu'on ne pouvait pas inviter qui on voulait. Enfin, ça a été une période très très pénible pour ceux qui ont perdu un proche, bien sûr. C'est très 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 pratique pour les personnes qui sont endeuillées, qui ont vécu cette période. Tout le monde peut se retrouver dans cette histoire. Et puis il y a plein de moments qui sont archi intéressants sur l'intimité. On peut laisser parler l'auteur. Oui, pardon. Bonjour Éric Durand-Billot. Bonjour. L'amputation, donc, c'est aux éditions Chemin de Traverse. Vous avez eu envie, besoin d'écrire ce livre. Comment ça a été quelque chose de puissant. Qu'est-ce que vous diriez déjà? Alors déjà, je voulais vous remercier de m'avoir invité, Brigitte Laes. C'est agréable de pouvoir venir m'exprimer sur l'écriture de ce livre. En fait, j'ai décidé d'écrire ce livre quelques mois après le décès de mon conjoint.
Voilà. Avec qui vous étiez depuis très longtemps. Hein. 33 ans, c'était oui. une vraie histoire d'amour. C'est important, c'est pas... C'est ça, c'est ce qu'il y a dans ce livre, c'est effectivement un livre sur le deuil, sur la mort, sur la perte brutale, puisque ça a été une perte brutale, mais c'est aussi un livre sur l'amour, la vie à deux, qui perdure. Vous évoquiez tout à l'heure la sexualité qui dure dans un couple ou pas, et voilà, on a tout un tas de modes d'expression de l'amour dans un couple qui dure. Et donc j'ai commencé à penser à l'écriture de ce livre, voilà, je vous disais quelques mois après le décès de Patrice, et puis je me suis mis à écrire, et ça a été quelque chose qui m'a fait énormément de bien finalement, de mettre sur le papier notre histoire et tout ce qui s'était passé, le contexte en fait, Covid. Je le raconte de façon factuelle, sans avoir le couteau entre les dents, parce que je pense que les décisions qui ont été prises à ce moment-là, autant pour l'accompagnement à l'hôpital des patients qui partaient, moi j'ai pas pu accompagner Patrice à l'hôpital, et on m'a appelé 2 heures après, il était dans le coma. On sent qu'à ces moments-là, il y avait quand même beaucoup de colère. Hein. On le sent dans l'écriture, en tout cas. Oui, il y a de la colère qui a été... de l'incompréhension aussi, bien sûr. Canalisée justement par l'écriture. Le fait de raconter ce qui s'est passé à l'hôpital, ce qui s'est passé pour les obsèques aussi, c'est une façon de canaliser la violence qu'on pourrait exprimer autrement. Et c'est pourquoi je suis arrivé à décider j'ai décidé de faire une deuxième cérémonie presque 1 an après, pour moi, pour nos 2 familles, pour tous les amis qui n'avaient pas pu être présents, puisqu'on avait des quotas en Belgique comme en France, c'était 15 personnes. Et le reste des personnes qui voulaient assister étaient en visioconférence. Donc c'est les obsèques en visioconférence. Donc oui, c'est assez surréaliste. Voilà. Et moi, quand je discute maintenant avec des réanimateurs parisiens, certains m'ont dit que effectivement, ça avait été des décisions qu'il faudra plus jamais reprendre, parce que beaucoup de personnes dans l'entourage, des amis qui ont perdu des proches, un père, une mère, un frère, une sœur, sans pouvoir venir les voir. On leur a dit, vous viendrez au dernier moment. Oui, mais le dernier moment, c'est toujours trop tard. C'est terminé. Et quand on pense à toutes ces personnes qui sont mortes sans pouvoir voir leurs proches, alors que c'est des moments où on sait qu'ils peuvent être essentiels, parce qu'il y a des échanges qui sont quand même très particuliers, et c'est vrai. J'imagine le titre, l'amputation, c'est parce que vous avez le sentiment qu'on vous a amputé, hein, je suppose. Oui, en fait, ce titre, il s'est imposé à moi très rapidement. C'est un titre un peu fort, hein, quand même. Oui, mais il s'est imposé à moi très rapidement quand j'ai commencé à me dire comment je vais appeler ce livre. C'est ce terme-là qui est venu parce qu'on avait une relation qui était fusionnelle, qui s'était construite. On s'est rencontrés, on était étudiants, hein, tous les deux, donc on a construit toute notre vie ensemble. Ce départ a été très très brutal, puisqu'il n'était pas du tout attendu. Il n'y avait pas de maladie chronique, comme on dit. Et c'est effectivement... je parle des douleurs fantômes aussi. Ces douleurs qu'on a alors qu'on a eu un membre amputé, hein, quand il y a un besoin d'amputer un bout du bras ou un bout de jambe parce qu'il y a une infection par exemple, eh bien on peut garder des douleurs dans le bras ou dans la jambe, voilà. Et donc ce terme, c'est le terme qui m'a paru le plus adapté et qui s'est imposé à moi très rapidement. Et j'ai essayé de chercher des titres alternatifs et j'en ai jamais trouvé un qui pouvait... Quand il y a un titre il faut le garder, hein, c'est que c'est quelque part celui qui parle. Éric Durand-Billot, vous parlez aussi dans le livre à un moment donné que quand vous voyez des couples âgés se tenir la main, etc., ça vous met en colère. Aujourd'hui, ça va? Vous pouvez les voir, ces couples-là, sans être en colère, ou c'est encore difficile? C'est un petit peu mieux. En fait, j'avais deux grandes raisons d'être très en colère. La première, c'était le fait de ne pas avoir pu dire au revoir, comme j'aurais dû pouvoir le faire normalement.
Et ce qui a été un traumatisme vraiment très important, puisque c'est une vie qui s'arrête comme ça en quelques heures, une vie commune qui s'arrête, enfin tout s'écroule. Et puis la deuxième raison d'être en colère, c'était effectivement la vision de couples âgés dans la rue qui me posait vraiment beaucoup de problèmes au début. Parce que je me disais que jamais j'aurais droit... C'était injuste. Voilà, pour c'était vous, injuste. Je me disais que jamais j'aurais droit à ça, finalement, de marcher côte à côte, même chacun avec une canne. Oui, il y a un passage là-dessus. Voilà, mais c'est quelque chose qui s'est beaucoup atténué, évidemment. Il s'est beaucoup atténué. Et j'ai eu la chance de rencontrer un thérapeute qui m'a suivi pendant 2 ans. Et c'est des questions sur lesquelles on a beaucoup travaillé, justement, pour améliorer ma vision des choses. Oui, vous aviez besoin d'être suivi. Et c'est peut-être ce qu'on peut dire aussi, Pascal Neveu, à ceux qui traversent un deuil difficile. Parfois, se faire aider, c'est mieux parce que ça permet de pouvoir tout dire à un thérapeute, alors que les proches souvent vont vous dire des paroles soi-disant rassurantes ou qui veulent vous faire du bien, mais qui finalement tombent complètement à plat. Oui. J'ai écrit un chapitre qui s'appelle Surréalisme, où je raconte quelques anecdotes. N'importe quoi, enfin. Voilà, de ce qu'on a pu me dire, qui ça partait d'une bonne volonté, mais c'était complètement à côté de la plaque. Et moi, ça me faisait plus de mal que de bien. Oui, moi j'ai tendance souvent à dire que lorsqu'on a un proche qui est dans ce genre d'épreuve, ça ne se partage pas, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à dire. Enfin, juste, si tu as besoin, je suis là. Mais c'est la seule chose qu'on peut dire. Tous les mots qu'on va donner pour consoler l'autre sont stupides. Enfin. Et en sachant en plus que très généralement, en moyenne, 75% des amis, vous les perdez au moment d'un deuil. Vous imaginez pour un couple avec ou sans enfant, etc. Et ce livre raconte un couple. Oui, c'est ça, un couple qui perd. Enfin, l'un des deux meurt. 75% de l'entourage disparaît. Enfin, ou même si c'était un enfant qui décédait également, mais en tout cas, vous perdez 75% de vos amis en moyenne. C'est énorme. Oui, mais moi, pourquoi ? Parce que ça leur fait peur, et puis ils se disent qu'ils risquent également de vivre le même sort. Il y a un effet de contamination fantasmé. C'est comme on n'aime pas les veufs et les veuves. Oui, c'est ça. Ouais, la mort fait tellement peur. On est d'accord. Il y a un passage justement dans un des chapitres qui parle de la thérapie où je parle de ces mots qui sont absolument épouvantables, veuf, veuve, qui se rapprochent. Ils sont très très proches phonétiquement de vieux. Aussi, oui, c'est vrai. Veuf. Puis alors, veuve joyeuse encore ça va, mais veuf joyeuse ça n'existe pas. Alors, vous n'avez pas de chance. Voilà, non. C'est le moins qu'on puisse dire. Et vous savez que c'est simplement depuis quelques années que sur un plan administratif, ils ont retiré la case veuf, veuve. Et c'était traumatisant pour les endeuillés de devoir cocher cette case. Oui, je comprends bien, Et puis dans ce livre, il y a aussi des moments de joie, parce que vous racontez aussi tous les bons moments que vous avez vécus avec Patrice. Donc c'est aussi une manière de les garder, ces moments-là, j'imagine. Oui, c'est pour ça que je voulais surtout faire ressortir mettre en avant le contraste qu'il y avait entre cette vie, cette nouvelle vie pour moi sans lui, et puis la vie qu'on a pu avoir avant. On a eu de la chance, on peut dire. On a beaucoup voyagé, on a eu des carrières tous les deux qui nous ont amenés vraiment dans des domaines très intéressants. Et c'est ce contraste que je voulais vraiment mettre en avant en alternant justement les chapitres de la vie d'avant et ceux de la vie d'après. En tout cas, c'est un livre, comme vous l'avez dit, Pascal Neveu, qui peut aider ceux qui sont dans cette traversée-là. Et puis sinon, c'est un livre qui montre toute la difficulté de perdre quelqu'un qu'on aime, surtout quand c'est un couple au long cours et qu'on était sûr de terminer sa vie ensemble. Parce qu'en fait, c'était ça, vous étiez sûr de terminer votre vie ensemble. Alors, je sais bien qu'on n'est jamais sûr, mais vous aviez tous les indices pour penser que c'était possible. Et puis, ça raconte aussi toute cette période
un peu... Puis il y a la gastronomie, il y a l'opéra avec Wagner, etc. Non, oui, ça se lit très facilement, c'est pas du tout pesant, etc. Réellement, ça peut aider des endeuillés. Il fait quand même 300 pages presque. Hein, Et puis il y a l'association également. Oui, je voulais en parler. J'ai en fait quelques semaines après le départ de Patrice, j'ai créé une association qui finance en fait des projets de recherche clinique. Bon, on va en parler dans un instant si vous voulez. Restez avec nous. On fait une petite pause et on se retrouve. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Pascal Neveu et nous allons conclure donc avec Éric Durand-Biot qui est auteur de ce livre. Alors j'avais dit roman, mais ça se lit quand même un peu comme un roman. Tous les passages où vous racontez votre vie avec votre conjoint décédé. Ça s'appelle L'amputation. Donc c'est aux éditions Chemin de Traverse. Éric Durand-Biot, vous vouliez parler de cette association donc que vous avez créée. Oui, donc quelques semaines après le décès de Patrice, en fait, je me suis dit que tous les dons pour les fleurs allaient être complètement inutiles, d'autant que j'avais décidé de quitter Bruxelles pour quelques semaines, puisque nous vivions à Bruxelles à ce moment-là. Et c'est là que j'ai eu l'idée de créer cette association. On a reçu des dons qui ont permis de la faire démarrer et les droits d'auteur de ce livre sont intégralement reversés à l'association, donc il y a pas, c'est vraiment une œuvre aussi philanthropique. Et on a pu financer un projet sur l'hémorragie cérébrale à Bruxelles. Et il y en a un autre qui débute et qui va être financé par l'association intégralement et qui débute à la Pitié-Salpêtrière dans le mois qui vient là. D'accord. Voilà. Et donc c'est quoi si on veut rejoindre cette association ou faire un don Alors cette association s'appelle Les Amis de Patrice. Il y a un site qui a été réalisé par un neveu. Donc on tape voilà, Les Amis de Patrice. www.lesamisdepatrice.com et on arrive tout de suite sur le site. Et donc il y a un petit bouton. Oui, mais là les gens sont à peu près habitués maintenant à trouver tout ça. C'est une manière finalement, Éric Durand-Biot, de redonner du sens, hein, de créer une association. On voit souvent on voit par exemple quand des parents ont perdu un enfant, ce qui est quand même le drame ultime, ils vont aller dans une association, par exemple contre les chauffards si c'est un accident de voiture, etc. On voit à quel point on a besoin de redonner du sens après un deuil qui a été aussi difficile, douloureux. Oui, de donner du sens à une perte. Pour qu'elle ne soit pas vaine. C'est ça, hein, Pascal Neveu. Et de lui rendre un hommage également. Oui, aussi. Ouais. Parce que ça permet, ce genre d'ouvrage, ce que vivent tous les endeuillés également, c'est de se remémorer tous ces bons souvenirs très agréables. Et pour pouvoir accomplir... j'aime pas le terme travail de deuil, mais en tout cas... Oui, mais en même temps, on pourrait dire... ma question était un peu provocante, hein, mais c'est volontaire. On pourrait dire aussi que de continuer à rester dans ces bons souvenirs et dans les amis de Patrice, etc., c'est une manière de pas totalement faire le deuil. Alors ça dépend. Est-ce qu'il faut pas à un moment donné aussi... est-ce que vous envisagez, par exemple, de rencontrer un autre homme Ça fait pas partie de mes objectifs pour l'instant. Vous voyez, la sexualité et la tendresse me manquent évidemment, mais ça fait pas partie de mes objectifs pour l'instant. J'ai procédé par étapes. On va arriver là. Ça fait 2 ans et demi son départ maintenant. On entend votre émotion d'ailleurs dans votre voix. Oui. Petit à petit, je vais pouvoir me libérer de certains démons. Il faut attendre, il faut prendre le temps. Oui, bien sûr, voilà. Mais je ne ferme pas la porte à une autre relation qui sera automatiquement différente. Forcément. Elle ne pourra jamais être la même. Mais vous savez, la durée moyenne d'un deuil, c'est 2 ans. Et tout dépend des circonstances. Donc là, on est dans le bon timing. Oui, mais moi, faut du temps, hein. je pose les questions à la fois parce que c'est mon rôle aussi, pour ceux qui écoutent, de poser des questions. Et puis la réponse, elle est ce qu'elle est. Moi, il n'y a pas de réponse juste, hein. Mais on entend dans votre voix de toute façon votre émotion et on la lit évidemment entre les mots que vous avez écrits. C'est vrai que on peut penser quand même que ce qui s'est passé pendant la Covid manque d'humanité et je crois que
plus on va avancer, me semble-t-il, et plus on aura de recul, plus on se rendra compte qu'il y a quand même des choses qui sont passées. Enfin, on est quand même passé complètement à côté de. Et c'est à l'image d'une société qu'il faut peut-être faire changer, faire bouger un peu, non ? Absolument, absolument. Je pense qu'on n'a pas évoqué les maisons de retraite ou les EHPAD. En Belgique, c'est les maisons de repos et de soins. Il y a beaucoup de personnes âgées qui sont décédées, pas seulement du Covid, mais de la solitude. Oui. De l'isolement. De l'isolement. C'est pire que la solitude, parce que la solitude, elle peut être choisie, elle peut être parfois même agréable, mais l'isolement... Oui, de l'isolement, comme vous dites, c'est ça le terme juste. Non, mais ce sont des sujets essentiels pour en tout cas empêcher que notre société se déshumanise totalement, parce qu'on était réellement sur une forme de déshumanisation au moment de la prise en charge des patients. Eric est médecin, donc en plus il peut en parler largement, mais et puis les rituels funéraires qui étaient affreux. Et les bon nombre d'endeuillés ne s'en sont pas remis à cause de cela. Pour le moment, ils en parlent encore. Mais le problème, c'est que vous avez, mais des technocrates qui n'y connaissent rien. Moi, j'ai été en réunion au ministère de la Santé, justement pour faire sauter les 2 décrets. Je suis tombé, j'étais pas tout seul, mais sur un petit technocrate de 30 ans qui n'a rien compris, qui ne connaissait rien à un travail de deuil. Je lui ai sorti tous les chiffres, etc., ce qui pouvait se passer, ce qui pouvait se mettre en place, de manière à retrouver une dignité pour les endeuillés, et puis également pour le défunt ou la défunte. Surtout que ça peut encore, à la limite, s'expliquer tout au début, parce qu'on ne savait pas trop quelle était la contamination. Très vite, on s'est quand même rendu compte que c'était assez facile d'avoir des gestes barrières et de pas... c'était pas non plus... mais au pire, il y a des combinaisons, tout est possible. Donc, il fallait faire stopper ce délire. Mais combien de patients m'ont parlé de ça, et même des personnes qui travaillaient au pont funèbre général, ou même des thanatopracteurs qui m'ont contacté. On a écrit quelques articles sur le sujet pour faire évoluer les choses. Et ça a fonctionné un petit peu. Et Bon, en tout cas, merci d'être venu en parler, Eric Durand-Billot. Ça s'appelle L'amputation. C'est aux éditions Chemin de Traverse. Alors, je le rappelle, donc le livre, toutes les personnes qui achèteront le livre, l'argent ira pour cette association, les Amis de Patrice, que vous avez donc créée en hommage à cet homme que vous avez aimé et que vous qui est toujours là en vous quelque part. Voilà. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Pascal Neveu, juste. lapsus. Qu'est-ce que j'ai failli dire? Je ne sais pas. Pasquine ou je sais pas. Non, je sais que j'ai fourché. Mais alors, est-ce que justement quand on a la langue qui fourche, c'est pas forcément un lapsus, c'est la fin de l'émission. Là, j'ai un doute. Non, enfin, je sais pas. Surtout sur mon prénom. Comment ça? Pourquoi? On a évoqué ça en début d'émission, les erreurs. Alors, on n'est pas en couple, mais... J'ai pas failli dire ce à quoi vous pensez. Non, j'ai failli... je sais pas. Non, je crois pas. J'ai en effet failli dire pas, je sais pas quoi. Non, mais la langue peut fourcher. Mais c'était plus un S qu'un T, si je voyais ce que je veux dire. Non, mais la langue peut fourcher parce qu'il y a la fatigue, mais la fatigue est également un stimulant, si je puis dire, des lapsus. Et puis il y a aussi le fait... peut-être de ne pas avoir suffisamment salivé, etc. J'ai la bouche qui ne mouille pas assez, ça doit être ça, je suis d'accord. Je suis d'accord, Pascal Neveu. Nous allons conclure là-dessus. Merci en tout cas d'être venu passer ces 2 heures avec nous. Merci à tous, je vous souhaite un bon week-end. Et vous avez compris le travail de ce week-end. Vous discutez avec votre partenaire si vous continuez à faire lit commun ou si vous faites lit et chambre à part. Ou si vous décidez de divorcer également. Non. Et puis vous nous appelez. Non. Allez, bon week-end à tous et tout de suite je vous laisse en compagnie de C'est votre avenir.